Alors on a dit que l'art contemporain est donc lié à la production de sensations et que toutes les sensations sont possibles et d'une certaine façon toutes les techniques aussi, ce qu'on a vu juste précédemment. D'une certaine façon, si elles sont toutes possibles, tout le monde le peut. C'est évidemment ce qui est quasiment nativement donné dans l'art contemporain, c'est que n'importe qui peut le faire. C'est à la portée de n'importe qui de faire quelque chose de sensible et même de sensationnel. Il faut voir que ça a été à ce point évident qu'il ne faut jamais oublier l'âme de Bornali, c'est-à-dire cette farce qui avait été faite au Salon des Indépendants en 1910, où ils avaient accroché des tableaux faits par la queue d'un âne. Ils avaient mis un pinceau à la queue de l'âne, et puis ça avait bien fait de la pâturlure, et puis voilà, ils l'avaient fait passer au salon. Et dans le fond, depuis le début, évidemment, c'est dans l'idée de tout le monde que moi je pourrais faire aussi bien qu'eux. Tout le monde a dit je ferai aussi bien que Picasso. Je pense que personne n'a été à l'abri de se refaire l'idée. J'avais vu il y a quelques temps, c'était évidemment dans le Figaro, mais quand même, d'ailleurs je l'ai encore entendu cette semaine si je me souviens bien, l'idée que les orang-outans ou tous les singes un peu supérieurs comme ça sont capables de faire du dessin. Alors on est sûr qu'ils ne vont pas faire la crucifixion du Seigneur, mais après tout, s'il s'agit de faire des tâches, il suffit de leur donner des trucs, ils sont à peu près capables de tenir un pinceau vu leur type de prise, évidemment ils voient des couleurs, ils sont capables de bouger tout ça, et donc effectivement ce qui est fascinant, c'est que l'art contemporain est au sens strict à la portée du premier animal venu, ce qui par certains côtés est quand même un peu vexant. Richter disait « Cela commence à l'enfance, peut-être parce que la peinture non figurative est si facile à faire. On met tout simplement des couleurs sur le papier. » Donc le caractère effectivement donné de cet art contemporain qui est lié à la sensation, c'est qu'il est d'être banal, mais au sens du four banal qu'on a appris à l'époque médiévale, dans l'histoire médiévale, c'est effectivement une banalité professionnelle, je dirais, attendue. Alors là, il y a effectivement, je dirais, la moitié de la clientèle qui ne veut pas de cette banalité et qui fait tout pour ne pas être banal, et l'autre moitié de la clientèle qui est ravie que ce soit banal. Moitié, c'est une façon de dire, hein, mais effectivement, on voit bien que les artistes contemporains, depuis le début, se partagent entre l'idée d'être content d'être banal ou de surtout pas vouloir y rester. Et donc, on a effectivement un mouvement, un continuum, c'est pas un moitié-moitié, mais un continuum de gens qui se baladent entre une banalité assumée ou une banalité refusée. Et c'est amusant donc de voir les mécanismes de cette banalité assumée ou refusée. Alors pour assumer, on a entre autres par exemple en France un mouvement qui a été de ce point de vue-là intéressant, qui s'appelle le mouvement BMPT, du nom de l'initiale des 4 artistes en cause, Buren qui a été donc le spécialiste des bandes verticales, et il l'est toujours, Mosset qui était spécialiste des cercles, Parmentier des bandes horizontales, et ça change tout, et Toroni, spécialiste des empreintes de pinceau, qui revendiquent donc expressément un travail impersonnel. Et c'est leur problème. Ils ne veulent pas que ça soit personnel, ils ne veulent pas qu'il y ait du style. Quoique, il y a toujours au moins le style de ce qu'ils font. Mais c'est quand même l'idée qu'il n'y a plus de style. C'est qu'il faut effacer donc le créateur, l'artiste, etc., le propriétaire. Viala, le spécialiste des osselets, il fait des espèces d'osselets bizarres, là aussi, donc extrêmement répétitifs. Donc, dans le fond, tous ces gens-là, ils ont pris une figure et ils n'ont fait que ça. Pratiquement, ils ont pratiquement tous disparu, il faut bien reconnaître, mais Buren, par exemple, continue sa carrière, et il marche très bien, et c'est pas bête.
On verra pour d'autres raisons, il rattrape, je dirais, cette insondable banalité, puisque évidemment la première personne venue peut faire les bandes font, je ne sais plus, 7 cm 3 ou 4, enfin je ne sais plus. Donc la dimension est très subtile, mais enfin ça se trouve dans le premier journal venu si on veut vraiment le limiter. Donc il fait toujours des bandes, toujours de la même façon, avec la même dimension, il n'a jamais changé depuis quelque chose qui va friser les 50 ans. C'est quand même assez remarquable. Donc il y a eu tous ces mouvements de ces techniques extrêmement élémentaires et répétitives, et il y a eu entre autres des mouvements qui ont été très importants, en particulier aux États-Unis, qui ont été les mouvements industriels, c'est-à-dire où le travail ne tenait plus qu'à un certain choix de l'artiste, et ensuite, industriellement parlant, la chose était produite par n'importe qui. Warhol l'a fait lui-même, il faisait des productions sérigraphiques sur des rouleaux de toile imprimés indéfiniment, donc on était dans le papier et dans le tissu de base, tout en étant de Warhol, c'était du tissu de base. Warhol le voulait, et évidemment les galeristes n'ont pas perdu le nord, ils ont acheté les rouleaux de tissu et ils ont vendu les machins découpés. Ça, évidemment, ils ont coupé l'herbe sous le pied. Mais le principe c'était effectivement que voilà, le Warhol c'était du tout venant, c'était comme de la toile de Jouy, ça se coupait au mètre. Et Donald Judd, qui est un théoricien de l'art minimal, un art industriel là aussi, qui veut donc un art industriel comme moyen pour l'œuvre de n'être pas l'expression singulière de son auteur, donc comme d'habitude, ils disent exactement ce que je veux qu'ils disent, donc ils sont vraiment très bien ces gens-là. Il a été donc spécialisé dans les tiroirs en alu, en menuiserie, les cubes galvanisés, des parallélépipèdes en tout genre, enfin vraiment des choses où il n'a pas dû mettre la main un instant. Il a eu des chaudronniers qui ont été capables de faire l'affaire, des chaudronniers ou des menuisiers, etc. Il y en a plein qui ont effectivement travaillé, je dirais, par personne interposée, vraiment dans l'ordre industriel. Ils n'y faisaient rien de plus. Il y a même des musiques industrielles. Le groupe Fluxus a fait comme ça des heures de musique anti-violon. Ils ne savaient pas jouer, ils jouaient. Les punks ont fait ça aussi. Ils étaient fiers de ne pas savoir jouer. Et donc, ils vous infligeaient 3 heures de concert en ne sachant rien faire. Sinon, beugler, hurler, pincer, trier, taper. Mais au bout du compte, tout le monde était content. Et de ce point de vue-là, évidemment, ils n'avaient pas le statut social, en quelque sorte, de pouvoir se revendiquer comme des grands artistes contemporains, ça c'est sûr, mais ils en avaient, je dirais, tous les attributs, ils étaient dans le même mouvement. Ça qui était amusant dans l'art contemporain, c'est que ça déborde le strict monde académique des artistes, quoi, en quelque sorte. Et ça touche effectivement le vulgum que nous sommes. De toute façon, quand nous disons que je pourrais le faire, d'une certaine façon, je suis un artiste contemporain, puisque j'admets précisément la banalisation inhérente à la sensation. De ce point de vue-là, tout le monde en est. C'est bien pour ça aussi qu'avec une telle pléthore, il y a des moments où on se demande qu'est-ce qui reste. Mais quand même, c'est le mouvement de l'art contemporain. C'est un peu d'ailleurs ce qui peut faire sa liaison quasi consubstantielle aussi, ça a toujours été un peu le cas, enfin toujours, non. Le cas de l'idée que les artistes sont liés à un certain type de contestation politique. C'est une idée assez romantique en réalité. Auparavant, les artistes sont tout à fait convenables, ils sont dans la société, Rembrandt est tout à fait convenable, Rubens encore plus, Poussin est un gars bien, enfin bref, il n'y a pas de problème avec 95% des artistes. Bon, il y a de temps en temps un Caravage qui est évidemment un sacripant, mais bon, dans l'ensemble, c'est des gens très bien qui sont plutôt du bon côté du manche. L'artiste romantique va un peu modifier la position sociale de l'artiste, mais c'est vrai que les artistes contemporains sont, entre guillemets, dirait-on bêtement, de gauche. Ils ont toujours un côté gaucho comme ça, paumé, mais qui est effectivement lié à cette espèce de banalisation là où ils n'ont plus de place. Il y a une espèce d'anti-académie inhérente même au système, parce que effectivement n'importe qui peut le faire. Ben oui, c'est un côté
refus du pouvoir, qui est tout métier, hein, tout fabricant d'images est plus fort que moi, car moi je ne sais pas dessiner mon chat. Donc de toutes les façons, c'est un mode du pouvoir que de posséder un métier. La banalisation inhérente à la production de n'importe quelle sensation rend effectivement les métiers inexistants, et donc le pouvoir sur l'autre d'une certaine façon inexistant, et donc l'artiste, eh ben, il est relativement lié à une situation contestataire, sinon révolutionnaire. En tout état de cause, c'est le moment où, en effet, tout a été contesté, depuis les situationnistes, depuis les Russes, jusqu'à nous, tout a été contesté, les écoles, les prix, tout le système qui avait été si caractéristique de la transmission de l'art a eu tendance à être contesté, tous les métiers, les ordres, les académies, les marchés, les galeries, même si évidemment on les jette par la porte et reviennent par la fenêtre, ça c'est sûr, hein, puisque de toute façon tout ça, ça reste dans le monde social, donc on ne peut pas être en dehors. Mais quand même, il y a effectivement une contestation assez fondatrice et assez fondamentale qui est liée, je crois, à ce mécanisme sociologique de la banalisation.